Espace TV. Vous êtes sur Espace TV et vous faites bien de nous choisir. Bonsoir, bienvenue à tous. Voici les grandes lignes de cette édition. Suite à l'annonce de la reprise des manifestations dans les jours à venir par le juge 58 des partis politiques, le gouvernement, à travers son porte-parole, s'est prononcé. Ousmane Gawal Diallo, à l'occasion de la conférence de presse ce jeudi, a donné des précisions sur plusieurs sujets, notamment les 36 mois adoptés par le CNT. Les précisions à suivre dans cette édition. Et puis, vous le savez, le ministre de l'Éducation vient d'interdire l'internat dans les établissements scolaires. La pratique était très répandue et était tout sauf positive selon la note circulaire. Comment la nouvelle est-elle accueillie par les élèves et enseignants? Élément de réponse dans un instant. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à tous. Et puis l'information vient de nous parvenir. L'ancien Premier ministre, Dr Kassory Fofana, Dr Mohamed Diané et Oye Guilavogi, tous membres du gouvernement de CHU, ont bénéficié ce jeudi d'une mise en liberté conditionnelle au terme d'une longue audience au cabinet des juges d'instruction de la CRIEF. Kassory et Oye sont astreints au paiement d'une caution de 20 milliards de francs guinéens, alors que Dr Mohamed Diané, lui, devra payer une caution d'une valeur de 30 milliards de francs guinéens. Les avocats auront donc à remplir le reste des procédures administratives et judiciaires. Le poste de santé de Kassonya, dans la préfecture de Koya, manque d'électricité depuis plusieurs années. Tenez-vous bien, les soins et accouchements dans cette structure sanitaire s'effectuent la nuit et à l'aide de torches et de bougies. Une pratique qui met en danger la vie des patients qui y viennent donc. Le personnel soignant du centre ne supporte plus cette situation. Il souhaite l'implication des autorités. André Mossier Milimono et Yacouba Traoré de retour de Kassonya. Ça se passe ici, à Kassonya. Faute de courant électrique, ce poste de santé effectue des soins et dirige les accouchements la nuit avec des moyens très rudimentaires qui exposent les patients à de gros risques mortels. Une situation que déplore le personnel soignant. On ne peut pas travailler dans l'obscurité. D'abord, nous sommes en danger et les gens qui viennent vers nous aussi seront en danger. On ne peut pas travailler. Des fois, on dirige les accouchements la nuit, c'est avec nos téléphones ou bien avec des bougies. Et ça, ce n'est pas approprié. Le laborantin du centre a également besoin d'électricité pour pouvoir effectuer des examens à l'aide de son microscope. Hélas, il utilise lui aussi des moyens de bord pour des résultats souvent très médiocres. On peut brancher, mais si déjà il n'y a pas de courant, il faut aussi la lumière. Donc dans ça, j'utilise soit la torche ou bien le téléphone. Pourtant, le centre dispose de 2 panneaux solaires fixés sur le toit. Ils sont uniquement destinés à faire fonctionner le frigo où sont conservés des vaccins. Aïssatou Lamara Naba a accouché dans ce poste. Elle garde un mauvais souvenir de son accouchement. Quand j'accouchais ici, il n'y avait pas de courant, c'était vers les 0 heures, les bandes de 0 heures. C'est avec le téléphone ils ont torché pour faire mon accouchement. J'ai eu peur beaucoup même. Pour nous rassurer de la véracité de cette situation, nous visitons le poste de santé la nuit. Nous tombons sur une patiente venue se faire injecter. Son mari est choqué par ce qu'il a vu. Il faut qu'on utilise des torches en téléphone pour piquer les gens. Ça, c'est pas normal, ça. Les grossesses vont venir ici pour avoir l'accouchement, il n'y a pas courant, tout ça, c'est des problèmes. Ce poste de santé est la seule structure sanitaire publique de la localité. Ces infirmiers souhaitent avoir un appui urgent des autorités afin d'éviter le pire.
Je vous le disais dans les titres, le porte-parole de la présidence, colonel Amara Camara, et celui du gouvernement Ousmane Gawal Diallo ont animé ce jeudi une conférence de presse de la durée des 36 mois adoptée par le CNT à l'interdiction des manifestations en passant par les poursuites judiciaires et la récente sortie du président de la commission de la CEDEAO. Les deux porte-paroles ont donné assez de précisions pour rassurer les uns et les autres. Mamadou Saliouba, Aliouba. Le porte-parole de la présidence et celui du gouvernement se sont donné du temps pour répondre à toutes les questions des journalistes et à certains hommes politiques qui pensent que la durée de 3 ans décidée par le CNT est juste une manœuvre pour confisquer le pouvoir. Sur cette question, le porte-parole de la présidence rassure. Aucun membre du CNRD, du gouvernement ou du CNT ne pourrait être membre à aucune élection dans le pays. Et cela permet clairement de savoir qu'il n'y a aucune volonté de s'éterniser ou de s'accaparer du pouvoir. Il a juste lieu de mettre un mécanisme, un process en place pour nous permettre de sortir de la transition. Et la machine a été mise en place. C'est en train d'être fait au fur et à mesure. Mais quand commence le compte à rebours des 36 mois? Où a-t-il déjà commencé? Sur cette question qui préoccupe autant que la durée de la transition elle-même, difficile de donner une réponse claire. Néanmoins, le porte-parole du gouvernement tente de répondre. En réalité, ça commence quand on commence à dérouler les étapes. Même si on vous dit que la transition elle va durer 3 jours, si on ne fait rien, mais on reste toujours dans la transition. Avez-vous compris? Les deux porte-paroles sont revenus sur l'interdiction de manifestation, laissant comprendre que rien ne doit altérer le processus de la transition et que tout le monde doit participer pour sa réussite. Il n'y a pas d'interdiction à ne pas faire le truc. Non, non, non. Il y a lieu de circonscrire clairement à leur base politique. Autre précision, c'est sur les poursuites judiciaires pour crimes économiques et crimes de sang. Sur les réseaux sociaux et dans les médias, beaucoup pensent que c'est une manœuvre pour écarter de potentiels candidats aux élections. Le colonel Amara Camara rassure que personne n'est visé et laisse comprendre que ceux qui pensent que le président de l'UFDG a peur de rentrer au pays n'ont aucune raison de s'inquiéter. Ce que je peux vous dire avec certitude, c'est qu'il y a quelques mois en Guinée, le président Selou était privé de certaines libertés, dont des libertés de déplacement, sortir du pays. L'arrivée du CNRD a rendu cela facile. Il peut partir et revenir de la Guinée, rentrer en Guinée, c'est chez lui, c'est la terre de ses ancêtres. Mais à cette conférence de presse, comment oublier la récente sortie du président de la commission de la CEDEAO? Le porte-parole du gouvernement sort de son silence. Nous avions reçu comme information que la CEDEAO allait dépêcher en Guinée une commission qui allait être à l'écoute des autorités, à l'écoute des partis politiques, à l'écoute de la société civile, pour prendre en compte le contexte guinéen avant le sommet du chef d'État. Et voilà qu'on apprend, par sa déclaration, que il se prononce sur ce qui devrait être la réponse de la CEDEAO. Nous pensons que c'est quelque chose de hâtif. Et c'est inamical, si on peut le dire de façon assez simple. Et je vois mal quand on ne peut pas se donner une certaine violence, une certaine rigueur à respecter son mandat ou à faire respecter son mandat, comment on peut parler à autre personne pour dire faire ceci, faire cela. Ça s'appelle justement un manque d'élégance. La CEDEAO et le CNRD vont-ils se sourire? Les deux porte-paroles ont laissé comprendre que le CNRD est largement ouvert au dialogue. Des contrôleurs financiers à l'école pour le renforcement de leurs capacités ce jeudi à Conakry. Durant quelques semaines, ils vont s'approprier des textes relatifs aux lois des finances, la mise en œuvre d'un manuel de procédure d'exécution des dépenses publiques, d'un autre manuel de procédure de contrôle financier. Cette initiative correspond à la refondation de l'État, un des piliers sur lequel s'appuie le CNRD pour le développement du pays, indiquent les organisateurs. Djibril Ba, Kerno Sadouba nous signe ce public reportage.
Ils sont une centaine d'agents programmés pour cette session de renforcement des capacités. Pour les responsables du département de l'économie, des finances et des plans, il est indispensable que ces contrôleurs financiers s'adaptent aux besoins de la population. Donc, la proactivité doit être l'un des outils de leur profession. Depuis l'avènement de la transition, plusieurs actions ont été entreprises pour la réforme des finances publiques. Ce sont notamment la poursuite de la vulgarisation de la loi organique relative aux lois des finances et ses tests d'application, de la mise en œuvre du manuel de procédure d'exécution des dépenses publiques et du manuel de procédure de contrôle financier, ainsi que de la restructuration de la Direction nationale du contrôle financier. Les textes cités par le directeur national du contrôle financier ne sont pas pour l'instant à la portée des contrôleurs financiers depuis leur nomination récente en grand nombre. Dans la foulée, le ministre de l'économie, des finances et du plan prodigue des conseils aux participants. Parce que vous êtes dans un métier qui est traditionnellement un métier de réaction. Les réactionnaires sont des défaitistes. Vous êtes dans la réaction, vous êtes dans la défaite. Moi, j'attends seulement qu'ils viennent. Non, n'attends pas. Attaque. Il y a des activités qui sont récurrentes. Vous en avez les calendriers. Faites des propositions. Soyez une force de proposition. Chez les participants, les attentes sont nombreuses. Ils comptent mettre en pratique les connaissances qui seront acquises durant cette formation. On espère que ce sera une réussite et ça va faire rehausser la qualité du contrôle de la chose publique. A rappeler que ce groupe vient combler le départ massif à la retraite des contrôleurs financiers de l'administration publique. Le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Éducation nationale interdit les internats dans les établissements scolaires publics et privés du pays. Mais comment les enseignants et les candidats ont-ils accueilli cette décision du ministre Guillaume Awing? Nos reporters Aminata Massiré Bangoua et Ali Ouba ont recueilli quelques avis. Suivez. Les internats sont un cadre dédié à la répétition et à la préparation des candidats en prélude des examens. À la différence de certaines écoles qui choisissent des heures de la journée pour revoir les cours avec les candidats. D'autres font le choix de les interner parfois jusqu'à la fin des examens. Le ministre de l'Enseignement préuniversitaire a donc décidé de l'interdire. Une décision saluée par ses enseignants. D'abord, je rappelle qu'ici, dans cette école, il n'y a quasiment pas d'internat. Pratiquement, c'est les cours qui continuent, comme vous-même, vous le constatez là. Et cette décision, moi-même, je l'apprécie. Certains prennent ces phénomènes comme étant un phénomène qu'il faut partir faire la réjouissance. Donc pour cela, moi, je soutiens que les internats soient supprimés. C'est-à-dire on se concentre avec la révision simple pendant les heures de cours. Après les heures de cours, on libère les enfants. Pour le ministre Guillaume Awing, cette pratique peu honorable éloigne les enseignants de la déontologie et du sacerdoce de l'école guinéenne. Pour ces candidats également, les internats avaient plus d'inconvénients que d'avantages. Ça impacte beaucoup de choses. Avant même la fin des internats, d'autres professeurs ont des liaisons intimes avec d'autres élèves. Et parfois, ça se passe entre élèves et élèves. Ça pose beaucoup de préjudices, tels que l'insécurité, surtout au niveau de nous les jeunes filles, donc c'est pas prudent. Comme chaque année, ces internats sont organisés dans les établissements publics et privés du pays, afin de mieux préparer les candidats. Pour ces enseignants, les semi-internats suffisent largement. On suppose qu'un élève qui est régulier, forcément il va s'en sortir au niveau des examinations, parce que les sujets ne vont pas aller au-delà du programme déjà préétabli. Le ministère de l'Éducation nationale annonce des sanctions disciplinaires, voire pénales à tous ceux qui refuseraient de se plier à la note. Direction intérieure du pays, à Mamou, le gouvernement guinéen, à travers le ministère de la Santé et le programme national de lutte contre le paludisme, vient de lancer la campagne de distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, MILDA, soutenue par les partenaires techniques et financiers de la Guinée. L'objectif de cette campagne est d'aider le pays à se débarrasser du paludisme qui constitue une menace pour la santé des populations. Reportage à Blaise Diallo. Durant cette campagne, plus de 9 millions de moustiquaires vont être distribués gratuitement à des milliers de familles à travers le pays. Financés par le Fonds mondial de lutte contre le paludisme, ces MILDA sont destinés aux couches vulnérables, à savoir les femmes enceintes, les nourrices
les bébés qui résistent moins aux piqûres de moustiques, agents vecteurs de la maladie. Les élus locaux de Mamou s'engagent déjà dans cette lutte. J'engage les élus locaux et les administrateurs territoriaux à soutenir la promotion de la culture de l'utilisation des moustiquaires et l'assainissement du milieu de vie par tous les ménages. Les partenaires techniques et financiers, dont l'Organisation mondiale de la santé, CRS et le Fonds mondial, réitèrent non seulement leur soutien au gouvernement guinéen, mais aussi à faciliter l'accès facile des MILDA aux populations par la digitalisation. Nous avons des QR codes, les codes QR, pour aider la sécurisation de la distribution des moustiquaires. Quelque chose de nouveau, une innovation qui va aider beaucoup avec la campagne. Nous sommes engagés à appuyer le gouvernement par rapport à cette activité et même par rapport à la lutte contre le paludisme dans le pays pour qu'il y ait zéro paludisme en Guinée. Avec ces moustiquaires imprégnés, la Guinée dispose de stratégies efficaces pour faire face à cette maladie considérée comme principal problème de santé publique. Pour y arriver, le ministre de la Santé compte sur l'adhésion massive des populations. Avec les moustiquaires imprégnés, avec le traitement gratuit du paludisme disponible dans nos centres de santé et nos hôpitaux, le peuple de Guinée dispose des armes dont on a besoin pour vaincre le paludisme. Je demande à la population de s'inscrire, de se faire recenser, d'aller retirer les moustiquaires pour les familles, d'amener les femmes et les enfants au centre de santé chaque fois qu'il y a une suspicion de fièvre ou de paludisme afin qu'ils reçoivent les examens et les traitements gratuits. L'objectif visé par le gouvernement guinéen et ses partenaires est d'atteindre 0 cas de paludisme pour les prochaines années. C'est désormais chose faite. Le statut et règlement intérieur de l'Ordre national des infirmiers et infirmières de Guinée sont validés et adoptés. C'était au cours d'une conférence jeudi en présence de plusieurs médecins, infirmiers et cadres du ministère de la Santé. Ces documents normatifs permettront de réglementer la profession, accompagner l'inspection générale de la santé dans sa guerre contre ceux qui évoluent dans le domaine illicite. Alcédi Barry et Bramosouri Kamara. Ils sont le chaînon sans lequel la profession médicale ne peut exister. Ces infirmiers et infirmières sont sur tous les fronts. Aujourd'hui, à travers cette rencontre, ils amorcent une étape fondamentale dans la réglementation de leur secteur d'activité. Ils valident et adoptent le statut et règlement intérieur de l'Ordre national des infirmiers et infirmières de Guinée. Il faudrait qu'on arrive à cette fois-ci à la réglementation de l'exercice de cette profession, d'identifier tout ce qui est exercice illicite de la profession, accompagner l'inspection générale de la santé dans sa guerre aujourd'hui contre tout ce qui évolue dans le domaine illicite. Cette volonté des politiques, ils l'auront, assure le représentant du ministre de la Santé. À son tour, il réclame un engagement fort dans la lutte contre les infirmiers clandestins. Chaque infirmier vit dans un quartier. Vous pouvez déceler ça et là, ces histoires, ces genres de cliniques, entre guillemets, qui pullulent et qui prodiguent des soins de santé vraiment qui n'honorent pas du tout votre profession. Donc ça doit être un engagement fort de votre part, comme celui des faux médicaments, ou en tout cas des médicaments périmés qui ternissent l'image de la médecine en République de Guinée. La pandémie à Covid-19 a mis en évidence l'ampleur du manque de professionnels infirmiers dans le monde, particulièrement en Afrique. Le personnel infirmier contribue à la recherche, à la prévention, au traitement des blessés, à l'administration des soins palliatifs et bien à d'autres tâches encore. Le personnel infirmier sont des véritables héros dont personne n'en parle. Ces documents normatifs seront remis au ministère de la Santé pour validation, qui va à son tour les amener au CNT pour adoption avant le décret du président.
Dernier élément de ce journal, l'organisation de la CAN 2025 est une priorité pour les autorités. La question a été débattue lors du dernier Conseil des ministres. Après avoir rencontré le Premier ministre lundi dernier, les membres du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Guinée 2025 ont entamé mercredi une tournée dans les départements sectoriels concernés par l'organisation de la compétition. Objectif à harmoniser les projets en vue de réussir le pari d'organiser la CAN. Meshak Sonda Kourouma, Mamadou Boiba. C'est par le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire que la tournée a débuté. Là, la délégation du COCAN a été reçue par le secrétaire général du département. Au cours des 2 heures d'échange, tous les projets liés à la CAN ont été passés en revue. Nous sommes là dans le fait de faire une réconciliation entre le portefeuille des projets qui existent déjà au ministère de l'Habitat, aussi avec tous les besoins que le ministère pourrait avoir comme assistance pour pouvoir améliorer, pour pouvoir booster les besoins du COCAN dans le cadre de la réalisation des infrastructures liées à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football que la Guinée doit abriter en 2025. La délégation a sollicité auprès du ministère la mise à disposition de tous les documents des sites devant abriter des infrastructures. Ces documents seront présentés à la mission de la CAF attendue en Guinée dans les prochains jours. Vous savez, le ministère de l'Habitat est chargé de la mise à disposition du COCAN de l'ensemble des plans cadastraux et aussi l'ensemble des plans de masse que le COCAN doit avoir besoin dans le cadre de la réalisation des infrastructures sur les sites présélectionnés déjà qui doivent abriter l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football. La demande sera traitée avec diligence, assure le département. Les techniciens sont en train de travailler, ajoute le conseiller juridique du ministre. Les 10 dossiers seront à la disposition de la commission avant l'arrivée de la mission prévue par la CAF. Et nos équipes techniques à l'intérieur comme ici à Conakry sont en train de travailler pour que ces documents-là soient disponibles. Avec le retard accusé dans le démarrage de la construction des infrastructures devant abriter la CAN 2025, nombreux sont les citoyens qui ne croient plus en l'organisation de la CAN en Guinée. Mais le COCAN et le gouvernement semblent avoir la volonté de relever ce défi. Mesdames et messieurs, c'est cet élément qui met fin à ce journal coordonné à la technique par Kadi Fofana et Lamine Sidibé. Merci à Bernard Kondouno qui m'a aidé à vous le présenter et à vous de l'attention. Je vous retrouve demain pour d'autres actualités. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.